Bonjour, vous êtes bien sur la chronique syndicale, aujourd'hui avec Jean-Pierre. Bonjour. Et avec Karim, notre Bonjour. invité. Stéphane, aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de la programmation musicale, ce qui fait qu'effectivement, vous allez avoir une petite différence par rapport à ce que vous écoutez d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler des logiciels libres. Et justement, cette programmation musicale fait partie des logiciels libres. Tous les titres que vous allez entendre, vous pouvez les retrouver sur le site de Jamendo, Jamendo, qui diffuse 350 000 titres librement, à écouter, à partager et à diffuser largement. Et si vous aimez, vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit onglet qui prévoit les dons pour faire vivre ces artistes de talent. Nous venons d'entendre un morceau de Revolution Void. Je vous précise que mon anglais est dû au fait que je passais plus mon temps en dehors du cours que dans le cours d'anglais, donc vous allez m'excuser. Le titre de l'album, c'est The Politics of Desire, et le titre en question, c'est Someone Else Memories, un groupe américain que j'apprécie beaucoup et qui est en dehors du circuit de la SACEM. C'est le principe même de Jamendo, c'est de pouvoir offrir une licence libre à des artistes afin de protéger leurs œuvres, mais tout en pouvant leur permettre précisément de diffuser. des licences de libre diffusion, c'est-à-dire c'est pas tout à fait des licences libres, mais ça permet de partager, comme si c'était un logiciel libre, quasiment, cette musique-là. Tout à fait, puisque de l'autre côté, la liberté de diffuser est réservée aux particuliers, puisqu'ils ont un site là qui est spécialisé pour les entreprises, les boutiques, les projets multimédia, qui là prévoit effectivement l'octroi d'un paiement contre l'autorisation de diffusion. Ce qui fait qu'effectivement, on en parlera sûrement un peu plus en détail avec Karim dans cette émission. Libre n'est pas obligatoirement synonyme de gratuit, même si la plupart du temps c'est le cas. Libre, c'est l'esprit de liberté qui sommeille dans l'esprit des logiciels. Donc nous recevons Karim. Je pense que le mieux pour commencer, c'est de te permettre de faire une petite présentation de qui tu es. Oui. Alors, je suis étudiant en gestion. J'ai passé 3 ans dans une association à faire de l'humanitaire, plutôt de l'humanitaire de proximité, c'est-à-dire aller à la rencontre des sans domicile fixe, donner des cours de soutien scolaire gratuitement à des jeunes en difficulté, donner des cours de français à des étrangers pour les aider à s'insérer dans la vie active. Donc voilà, je suis passé de cet univers-là à un univers plus virtuel, à l'univers des logiciels libres. Et ça a été possible grâce à une rencontre à Porte de la Villette, au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Et cette rencontre-là, justement, m'a permis de découvrir cet univers-là que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Alors je vais préciser qu'effectivement les samedis du libre, c'est à la Villette, à la Cité des Sciences, c'est tous les premiers samedis du mois à partir de 14h30. Vous venez avec un ordinateur. Si vous savez pas quoi en faire, vous trouverez des bénévoles, la plupart du temps d'Ubuntu, mais il y a aussi des gars chez Fedora, de Paris Linux, qui pourront vous filer un coup de main, vous faire une installation sur votre ordinateur, et vous repartirez avec un système d'exploitation libre et des logiciels libres pour votre plus grand bonheur, et avec les facilités d'utilisation qui sont inhérentes aux nouvelles ergonomies que proposent les nouvelles distributions. Et pour compléter ça, avec Karim, nous nous sommes effectivement rencontrés sur une install party. Je voyais un petit jeune qui posait des questions et moi qui avait pas du tout les réponses, on a pu rentrer en contact comme ça en discutant, et je me suis retrouvé aussi avec un petit problème informatique. Il n'y avait pas de bénévole de disponible, et puis Karim est venu tout naturellement vers moi en disant on n'a pas besoin d'être bénévole, si je peux t'aider, je vais t'aider. Et puis on a discuté de choses et d'autres, et ce qui nous amène à pouvoir le partager avec vous aujourd'hui.
Justement, c'est l'esprit des logiciels libres à partir de la résolution d'un petit problème. On enchaîne sur des questions éthiques, des questions sociétales qui dépassent l'informatique. Tout à fait. Et ça va être effectivement le sujet de notre émission aujourd'hui. Moi je précise, là c'est Jean-Pierre qui parle, que je suis complètement nul en ce qui concerne l'informatique. J'arrive avec mon petit doigt boudiné à ouvrir l'ordinateur, et encore pas tout le temps. Et donc je poserai probablement des questions du naïf en la matière, quoi. On va déjà commencer par l'esprit qui anime le logiciel libre. Quelle serait la définition que tu pourrais nous offrir du logiciel libre? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands courants, c'est-à-dire qui s'affrontent au sein du logiciel libre, ou ce qu'on appelle logiciel libre ou open source. Donc, d'un côté, on a des gens qui nous disent le logiciel open source, ou logiciel libre, est une méthodologie de développement, c'est-à-dire, je vais parler plus simplement, c'est une façon de faire de l'informatique. Une façon de faire de l'informatique qui serait plus efficace que celle que proposent les logiciels propriétaires, c'est-à-dire Apple, Windows. Moi, j'essaie de prendre les bons côtés de l'open source et les bons côtés du logiciel libre pour essayer de donner une définition synthétique, parce que finalement, dans la plupart des cas, de façon empirique, ça renvoie aux mêmes catégories de logiciels et aux mêmes licences de logiciels. Donc la définition que je donne, donc le logiciel libre et ouvert, c'est des logiciels qui doivent respecter 5 critères. Donc d'abord, le plus important, et ce que met en avant Richard Stallman, c'est de donner des droits à l'utilisateur. Alors ça, c'est un point fondamental. Il n'y aurait pas de logiciel libre s'il n'y avait pas de droits supplémentaires attribués aux utilisateurs que ne donne pas Microsoft, que ne donne pas Apple. Tu peux préciser qui est Richard Stallman? Tout à fait. Alors c'est le père du logiciel libre. C'est donc un hacker qui a appris au MIT, l'université américaine, qui a appris l'esprit des hackers et qui a été dégoûté par le changement de comportement de ses collègues qui commençaient à travailler pour donc des firmes qui faisaient du logiciel propriétaire. Et il s'est dit, je ne peux pas accepter cette situation-là, je vais développer mon propre système d'exploitation de façon à donner à l'utilisateur ces droits fondamentaux dont j'ai parlé. Je vais juste préciser une petite chose. Un logiciel propriétaire est un logiciel qui est complètement verrouillé et que même un informaticien de haut niveau n'arrivera pas à accéder à son cœur pour pouvoir y déceler sa construction interne. J'espère que c'est suffisamment clair. Et ça, c'est véritablement l'opposition qu'il y a avec les logiciels libres ou open source. Donc ça, c'est l'opposition technique. Il y a bien sûr aussi une opposition au niveau des valeurs dont on parlera. Mais les valeurs sont inhérentes à ce fondement même, puisque de toute façon, si c'est verrouillé, avoir la libre diffusion de quelque chose que tu ne peux pas connaître en son fort intérieur est quand même compliqué. Oui, bien sûr. Donc ces droits-là, simplement, c'est le droit pour vous, utilisateurs, d'utiliser le logiciel à tous les usages et de l'étudier sous tous les angles. En gros, vous avez accès au code source, donc vous avez accès au fonctionnement de ce logiciel. C'est aussi le droit de modifier le logiciel afin de l'adapter à vos besoins. Bon, il y a un truc qui marche pas, vous pouvez aller chercher dans le code, le changer pour faire en sorte que le logiciel réponde exactement à vos besoins, ce que vous pouvez pas faire avec un logiciel propriétaire. Alors ce qu'il faut comprendre, avant de donner le troisième droit, c'est que ces droits-là sont exercés de façon collective. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est important de parler des valeurs, de l'esprit qui anime les hackers, de l'esprit qui anime les utilisateurs de logiciels libres. Parce qu'il y a des libertés que vous pouvez pas exercer vous-même. Je dirais qu'en fait, il y a un mot qui est très simple pour ça, c'est le partage. Exactement. Et c'est exactement ce qui est retrouvé le plus souvent dans ces terminologies, c'est la possibilité de partager. Et comme tu vas nous l'expliquer, effectivement, comme tu dis, il y a des limitations propres à chaque individu. Je suis pas du tout un technicien informatique. Et en fait, qu'on m'offre un open source ou un logiciel libre avec l'accès à son noyau, à sa structure, en fait, m'importe pas tellement, étant donné que je ne suis incapable, en fait, d'y modifier quoi que ce soit. Et que là, justement, mais je vais te laisser développer les autres points. Justement, le fait qu'il y ait des gens dans cette communauté-là, parce que le mot clé, c'est le mot de communauté, on l'a pas utilisé, mais c'est le mot de communauté
libre. Et c'est le fait qu'au sein de ces communautés-là, il y ait des utilisateurs et des développeurs qui soient capables de modifier le code et donc de faire des versions modifiées. Et c'est pour ça qu'il y a un troisième droit, qui est un droit à la copie, qui est un droit fondamental, un droit à la copie et à la distribution à volonté. Donc des logiciels et des versions modifiées de ce logiciel. En gros, n'importe quel développeur peut intervenir sur un logiciel, le modifier, l'adapter à ses besoins, et n'importe qui dans la communauté peut apporter des contributions. Et donc ça permet d'avoir une forme d'intelligence collective qui fait que finalement chacun arrive à répondre à ses propres besoins dans le cadre donc de cette communauté-là. Pour illustrer tes propos, je vais donner l'exemple typique, surtout des distributions françaises qui sont pour la majeure partie basées sur des développements de Debian. Debian qui fait des distributions un peu plus pointues, peut-être un peu moins accessibles au large public, mais qui sont reprises par l'ensemble de d'autres distributeurs, notamment Ubuntu, qui est sur une base Debian. Mais par exemple, Ubuntu existe